Bonjour et bienvenue sur le plateau des grands entretiens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Couturier. Julie Couturier, bâtonnière du barreau de Paris, qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans son bureau de la maison des avocats. Alors, c'est un immeuble qui est un immeuble intelligent, donc il n'est pas climatisé. Donc, de la sorte, nous avons adopté une tenue qui répond aux normes de cet immeuble. Julie Couturier, bonjour. Bonjour Xavier. Alors, je vous ai présenté, tout le monde sait, vous êtes la bâtonnière du barreau de Paris, mais derrière la fonction qui est la femme. Eh bien, je suis avocate, et je suis une avocate qui aime les avocats. Il faut quand même un lien avec la fonction. C'est pas absolument un hasard que je sois aujourd'hui bâtonnière du barreau de Paris. Et donc, même si la fonction ne fait pas tout, je me définis quand même comme une avocate. Comme une avocate de toujours, une avocate de vocation ou une avocate par hasard? Une avocate absolument par hasard, parce que c'est vrai que j'ai résisté beaucoup à la profession d'avocat. Moi, j'ai eu mon bac relativement tôt. Je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire de la communication, ce qui veut absolument tout dire et rien dire. Et de peur de me retrouver dans une impasse, j'ai commencé le droit en me disant que je bifurquerais ensuite vers les métiers auxquels je me destinais, peut-être le journalisme, peut-être la production. Et de fait, tous mes stages d'étudiante ont été faits en dehors du droit. Et en effet, en production radio, en journalisme, etc., etc. Et puis je me suis laissée attraper par la matière. Alors, vous qui êtes professeur, c'est vrai que j'ai eu des professeurs d'exception, puisque... On a la même histoire, parce que moi je pensais partir au bout de 3 ans, peut-être pas dans la communication, donc le droit mène à tout, mais il mène aussi au droit. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, et c'est vrai que j'ai eu des profs d'exception, puisque j'ai eu la chance d'avoir Robert Badinter en licence, qui nous a enseigné les institutions judiciaires, et Jean-Denis Bredin, la procédure civile et les principes directeurs du procès en maîtrise, puis ensuite en DEA, puisque j'ai fait le DEA de Guestin, c'est-à-dire le DEA de droit privé général de Paris 1. Et c'est vrai que j'ai donc finalement éprouvé une appétence pour cette belle matière qui est le droit. Et juste vous poser la question, parce qu'on s'est rencontrés, sauf erreur, il y a de nombreuses années, dans une association Absolument. Droit et Procédure, et qui est référencée comme l'association des anciens avoués. Et donc, moi, je me suis toujours dit, Julie Couturier doit avoir dans sa famille un ex-avoué. Je me trompe ou pas? Alors, absolument pas. Moi, je n'ai absolument pas d'avocat dans ma famille. J'avais simplement un grand-père commissaire-priseur, mais en dehors de ça, pas de juriste du tout. Je suis pas du tout fille d'archevêque, et c'est vrai que quand j'ai démarré, même à la fac, ça m'a posé pas mal de questions, de savoir comment j'allais atterrir éventuellement dans cette profession. Et droit et procédure, j'y suis tombée, si je puis dire, là aussi un peu par hasard, parce que c'est une association qui, en effet, au départ, est l'association des anciens avoués de la Seine, qui est une association qui a été fondée en 69 au moment de la première fusion entre les avocats et les avoués près le tribunal. Alors, juste pour rappeler, les avoués, à l'autre fois, ce qu'on appelait le monopole de la représentation, de la postulation. Postulation, et les avocats plaidaient. Donc on a eu cette première fusion en 71, avoués près le tribunal, avocats. Cette association a été créée pour, je cite, pérenniser le patrimoine moral des anciens avoués et permettre l'intégration dans la profession d'avocat de ces avoués, puisqu'on faisait se rejoindre la procédure et l'écrit avec la plaidoirie de l'avocat. Et puis au fil du temps, cette association s'est transformée en une association de praticiens. Je préfère le mot de praticien à celui de spécialiste, que je trouve trop présomptueux, mais de praticiens de la procédure, et notamment de la procédure civile. Beaucoup de jeunes se disent, lorsqu'ils se préparent à entrer dans la profession d'avocat, ou lorsqu'ils hésitent encore, mais pour réussir comme avocat, il faut avoir réseau. Est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça a valu pour vous Je suis la preuve de l'inverse. Je suis absolument la preuve de l'inverse. Moi, j'avais absolument aucun réseau. J'avais simplement la mère d'une amie qui était avocate et qui m'a conseillé, en me disant de toute façon, quelle que soit la fac que tu feras, Paris 1, Paris 2, Paris 10, Paris 5, ce sont que des facs de qualité. Moi, c'est vrai que j'avais pas très envie d'aller à l'époque à Assas pour des raisons de, on va dire, de mixité sociale, et ça m'a permis clairement une sensibilité, et ça m'a permis d'aller de façon tout à fait décomplexée à Paris 1, ce que j'ai jamais regretté. Mais non,
il faut pas forcément avoir de réseau. Encore une fois, moi, je n'en avais aucun. Je me suis fait plein de copains à la fac, mais mon réseau, ça a été les copains que je me suis fait à la fac. Bon, vous avez quand même réussi votre parcours. Vous commencez comment? Grand cabinet, petit cabinet? Alors, je commence d'abord avec pas mal de tergiversations sur la thèse ou pas la thèse. C'est-à-dire qu'après le DEA, la question se pose et je suis inscrite en thèse avec Geneviève Vinet. Thèse que je ne ferai pas au bout du compte, et il a fallu qu'il y ait un temps, si je puis dire, de deuil de la thèse, puisque j'ai... aussi long que le temps pour la faire. Absolument. Non, heureusement, il a été plus court, précisément, et l'arbitrage a peut-être été aussi justement celui-là, mais moi, l'idée, c'est que j'ai passé l'examen d'entrée, le CRFPA, à la sortie de la maîtrise, que j'ai eu tout de suite, mais je ne suis pas rentrée à l'école d'avocat tout de suite puisque j'ai voulu faire ce 3e cycle. Je suis ensuite entrée à l'école d'avocat, et c'est vrai que quand on met un demi-doigt dans l'engrenage de la vie professionnelle, c'est très difficile de revenir à cette vie universitaire et la thèse, c'est un exercice extraordinairement solitaire. Et c'est une forme en effet de sacerdoce, et je pense qu'à partir du moment où j'avais mis le doigt dans l'engrenage de la vie professionnelle, avec et là aussi justement la découverte d'un monde, et là pour le coup d'un réseau, puisque là c'est pareil, moi étant seule, si je puis dire, je suis tombée là aussi un peu par hasard dans une autre famille du Palais qui est l'Union des jeunes avocats, et c'est vrai que ayant mis le doigt dans cet engrenage-là, après il a été très difficile pour moi de revenir à la thèse. Je reviens à ma question, vous débutez... Alors je débute à mi-temps dans un cabinet, dans un petit cabinet français qui fait du droit de la construction. Je commence à mi-temps parce que ce cabinet dans lequel j'avais fait mon stage d'élève avocate avait besoin d'un collaborateur à mi-temps et pas plus, et ça me permettait, soi-disant l'autre moitié du temps, de donner une chance à ma thèse. Sauf que c'est un métier qu'on commence pas à mi-temps, et la thèse non plus. C'est pas quelque chose qu'on fait à mi-temps. Donc ça a été une année, on va le dire, d'échec, puisque, encore une fois, insatisfaction du côté du cabinet, insatisfaction du côté de la thèse, si bien que j'ai ensuite, au bout d'un an, essayé vraiment de donner une chance à ma thèse, et j'ai enseigné à ce moment-là pendant quelques mois, et je me suis rendu compte que c'était trop tard, dès lors que j'ai mis ce doigt, encore une fois, dans le... D'accord, donc petit mi-temps, sentiment d'insatisfaction, et puis après, plein temps. Alors, pénaliste, civiliste, gros cabinet. Cabinet moyen français dans lequel je suis restée 20 ans, qui est donc un cabinet dans lequel je suis arrivée comme collaboratrice. C'est un cabinet qui s'appelle Ficha pour donner de ça que Sûr et Associés. Ça s'appelait d'ailleurs pas encore Sûr à l'époque parce que Caroline n'est pas encore arrivée, mais cabinet... Prédécesseur comme bâtonnier. Absolument. Et j'apprends vraiment sur le tas le métier des voies d'exécution. Ah, donc un métier austère. Alors, un métier austère, mais comme tout métier, c'est une mécanique. C'est-à-dire que moi, j'avais eu la chance, je vous l'ai dit, d'avoir Geneviève Brenin comme prof de procédure civile, aussi bien en maîtrise qu'en DEA. J'ai aimé beaucoup la procédure parce que j'ai compris que c'était la règle du jeu, cet ordonnancement juridique, et que c'est aussi un gage de démocratie. Dans quel sens? À partir du moment où on fixe effectivement des règles de procédure, c'est une garantie d'état de droit. Donc le principe du contradictoire... Oui, mais peut-être que vous dites ça parce que, évidemment, en voie d'exécution, bon, pour le grand public, c'est les saisies, voilà, donc c'est l'huissier qui vient prendre les meubles, qui bloque les comptes en banque, voire qui procède à la vente du bien immobilier. Donc, a priori, on se dit, oui, bon, c'est un peu austère, et en même temps, en termes de liberté, on porte atteinte à des choses tout à fait fondamentales, et notamment, oui, la propriété, et une propriété qui peut même avoir une base personnelle si c'est le logement familial. Donc peut-être que là, oui, effectivement, la procédure comme gage d'état de droit, c'est peut-être ça qui vous a touché. Oui, et ça a toujours été, je pense, la recherche du législateur et du pouvoir réglementaire qui a été de trouver ce juste équilibre entre les intérêts et les droits du créancier, les intérêts et les droits du débiteur. Et c'est vrai que on est toujours dans cette recherche-là quand on exerce cette matière-là, et c'est aussi la raison pour laquelle, bien qu'intervenant plutôt pour des créanciers et pour des clients institutionnels, j'ai toujours gardé des clients débiteurs pour justement ne pas être hors sol, et garder aussi cette conscience de la nécessité d'être conscient qu'on a un certain nombre de débiteurs qui traversent
des accidents de la vie, et ça permet aussi du coup d'avoir peut-être une vision humaniste comme créancier. Et j'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir souvent des clients qui l'étaient, c'est-à-dire que partout où on pouvait trouver des solutions amiables, on les trouvait. Donc sujet humain, mais pas sujet technique, mais sujet humain, des expériences marquantes et j'ai envie de vous poser cette question que se posent aussi beaucoup de profanes. Est-ce que comme avocat, on a des situations où on se dit je me sens pas de défendre telle cause, pas telle personne, mais tel créancier qui pousse à l'extrême le recouvrement d'une créance contre des débiteurs qui sont dans une situation épouvantable. Est-ce qu'il y a des expériences comme ça qui vous touchent, Oui. qui vous reviennent à l'esprit? Oui, mais encore une fois, heureusement que j'ai eu la chance de ne pas y être trop confrontée. Parce que j'ai eu la chance, en effet, d'avoir des clients assez humains qui ont toujours considéré que, oui, il fallait poursuivre les lecteurs de mauvaise foi, ou totalement taisants, mais qu'en revanche, quand il y avait une situation humaine sensible, on essayait de la régler de façon humaine. Ça, sans être forcément dans le monde... C'est peut-être un peu irénique parce que, non, je me souviens d'une saisie immobilière qui avait échoué parce que tous les habitants de la commune s'étaient ligués contre le créancier, lequel, un banquier qu'on ne nommera pas, avait dit le problème ici, c'est que les gens sont solidaires. Bon, donc c'est une réflexion qui témoigne d'un certain détachement par rapport au réel. La frustration qu'on peut avoir dans les difficultés à exécuter, pour moi, elle n'est pas forcément contre des débiteurs personnes physiques. En revanche, les vraies difficultés aujourd'hui, là, c'est vraiment un sujet de droit, c'est contre les États étrangers, par exemple. Oui. Et ça pose une vraie difficulté, parce que ça veut dire que ça décourage de faire des affaires avec des États étrangers qui sont extraordinairement protégés depuis la loi Sapin 2. Par leur unité d'exécution et de fait, effectivement, par cette loi Sapin 2 qui les a bien protégés. Qu'est-ce qui donne envie à Julie Couturier, après une carrière bien engagée au barreau, de devenir bâtonnière? Alors justement, les choses se font de façon assez naturelle, parce qu'en effet, comme je vous l'ai dit, n'appartenant pas à un réseau au départ, de façon vraisemblablement un peu inconsciente, je cherche des familles du palais. J'en trouve une première qui est l'Union des jeunes avocats. Alors l'Union des jeunes avocats, bon, évidemment tout le monde connaît dans le métier, mais c'est un nom qui revient souvent, mais c'est quoi finalement Alors c'est une association à vocation syndicale, apolitique, qui a dans son objet la défense des jeunes avocats. Et qui donc travaille sur évidemment tous les sujets de la profession, mais plus spécifiquement les questions de formation, les questions de collaboration libérale. C'est vrai que c'est le syndicat qui a fait avancer les droits des collaborateurs toutes ces dernières années, avec l'augmentation du congé maternité d'abord, paternité ensuite, définit chaque année un tarif qu'on appelle le tarif UGIA et qui est calculé en fonction du niveau de vie du niveau de vie d'un collaborateur qui exerce effectivement à Paris. Donc effectivement, ce sont les droits des collaborateurs. Donc il y a déjà un engagement dès le départ, finalement dès l'entrée dans la profession, sur les questions, on va dire, d'intérêt général. Voilà, donc ça c'est la première famille. Puis il y a ensuite une deuxième famille plus en lien avec ma pratique, c'est les droits et post-sécurité, on en avait parlé. Parce que c'est en effet une association de processualistes et moi je suis une praticienne à ce moment-là de la procédure, donc ça me permet aussi d'échanger avec tes confrères qui font le même métier que moi et d'apprendre aussi quelque chose qui me servira après, parce que ça c'est vraiment l'ADN de droit et procédure, c'est un travail collaboratif, avocat, magistrat et université. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment l'ADN du droit et procédure, c'est cette co-construction, ce bout de la transmission aussi, du savoir, qui est vraiment en effet la marque de fabrique de cette association. D'ailleurs, les universitaires ont toujours plaisir à y aller, en sens que voilà, on est dans une association qui réunit toutes les familles du droit et sans considérer que l'une a plus beau chapitre que l'autre. De fait, c'est un lieu très agréable qu'on le fréquente comme avocat, magistrat ou universitaire. Donc après, j'imagine le Conseil de l'Ordre. Alors le Conseil de l'Ordre, en effet, assez naturellement, sous les couleurs de Big Avocat, en 2008, suivi par un mandat de 3 ans, 2009-2011, d'abord en première année sous le bâtonnat de Christian Charlier Bournazel, puis les 2 années suivantes sous le bâtonnat de Jean Castelin.
Donc je suis, pour ma dernière année de conseil, la secrétaire du conseil, c'est-à-dire la personne qui organise un peu l'ensemble des activités du conseil.